Bonjour à tous. Après la vidéo de Madame du Barry, comme j'adore l'histoire, j'ai décidé de faire une vidéo sur Cléopâtre, mais sur la partie de sa vie avec Marc-Antoine jusqu'à sa mort. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc Cléopâtre et Marc-Antoine. Rencontre de Marc-Antoine. Nous ignorons depuis quand Cléopâtre, âgée de 29 ans, en moins 41, et le général romain, qui a eu une quarantaine d'années, se connaissent. Marc-Antoine est l'un des officiers qui ont participé au rétablissement de Ptolémée XII, en moins 55, mais il est peu probable qu'ils se soient fréquentés. Cléopâtre, n'ayant à l'époque qu'une quinzaine d'années, même si Appien indique qu'Antoine a déjà remarqué la future reine. Il n'existe aucun témoignage certain sur cette possible rencontre. Il est plus vraisemblable qu'ils se soient fréquentés lors du séjour à Rome de Cléopâtre. Pourtant, lors de leur rencontre en moins 41, ils semblent assez mal se connaître. Dans le partage du monde romain intervenu après l'écrasement des Républicains, l'Orient est dévolu à Antoine dans le cadre du second du triumvirat. Il reprend alors le projet de César avant sa mort, c'est-à-dire une grande expédition contre les Parthes. Pour cela, il convoque les souverains des royaumes clients à Tarse, en Sicile, y compris la reine d'Égypte. Celle-ci connaît au moins un des défauts de l'officier. Sa vanité et son amour du faste. Aussi arrive-t-elle dans un navire à la poupe dorée et au voile pourpre, siégeant sous un dais d'or entouré d'un équipage déguisé en nymphe, Néréide et Amour. Puis elle invite Marc-Antoine à son bord pour un somptueux banquet. Commence alors une liaison de 10 ans, sans doute l'une des plus célèbres de l'histoire, même s'il est difficile de savoir quelle est la part de calcul dans l'attitude d'Antoine, lequel a besoin de l'Égypte pour ses projets. Dans un premier temps, Marc-Antoine suit Cléopâtre à Alexandrie, où il passe l'hiver moins 41, moins 40, laissant son armée. C'est à ce moment qu'une vaste offensive des Parthes leur permet de s'emparer de la Syrie, du sud de l'Asie mineure et de la Sicile. Antigone, Mattathias, un prince de la famille des Asmonéens, hostile aux Romains, est installé sur le trône de Jérusalem. Marc-Antoine mène une courte contre-offensive depuis Tyr, puis est obligé de rentrer à Rome, été moins 40, où s'affrontent ses partisans et ceux d'Octave. Il conclut avec ce dernier la paix de Brinde, en octobre moins 40, et épouse sa sœur, Octavie. Pendant ce temps, à Alexandrie, Cléopâtre accouche de jumeaux, un garçon, Alexandre Hélios, et une fille, Cléopâtre Sélénée. La séparation dure 3 ans, du printemps moins 40 à l'automne moins 37, et nous ne savons rien ou presque de l'action de la reine durant cette période. Au retour d'Antoine, les deux amants se retrouvent à Antioche, à l'automne moins 37. Celui-ci entame une politique nouvelle. Alors que ses officiers et ses alliés ont chassé les Parthes, il substitue là où c'est possible des États clients qui lui sont fidèles à une administration directe de Rome. C'est ainsi qu'Hérode devient roi de Judée avec l'appui direct d'Antoine. C'est un phénomène identique qui se déroule en Galatie, dans le Pont, et en Cappadoce. Cléopâtre en tire un bénéfice immédiat puisqu'elle se voit confirmer la possession de Chypre, qui est en fait effective depuis moins 44, mais aussi de villes de la côte syrienne, du royaume de Chalcis, au Liban actuel, et de la côte sicilienne. Elle reconstitue ainsi une partie de la thalassocratie des premiers rois lagides. Guerre contre les Parthes. En moins 37-36, Marc-Antoine entame une campagne contre les Parthes qui tourne au désastre, en grande partie due à un hiver rigoureux dans les montagnes d'Arménie et d'Atropatène. Antoine lui-même en réchappe de peu. Cléopâtre est restée à Alexandrie pour accoucher d'un troisième enfant du couple, Ptolémée, Philadelphe. Nous ignorons si c'est en moins 37, au retour de cette expédition, que Cléopâtre et Antoine se marient, ou en moins 34 lors du triomphe célébré à Alexandrie. Eutrope fixe le mariage avant l'expédition contre les Parthes. Nous n'en connaissons même pas le fondement légal, mais s'il s'agit du droit pharaonique, ce qui semble probable, ce mariage est considéré comme nul par le droit romain. Toujours est-il que la relation entre Cléopâtre et Antoine fut longue de 11 ans, de leur rencontre en moins 41
à -30 à la mort d'Antoine. Après -37, Octave commence à voir dans l'alliance entre Antoine et Cléopâtre une menace. Il envoie sa sœur Octavie, la femme légitime d'Antoine et la mère de ses deux filles, Antonia l'aînée, la future grand-mère de Néron, et Antonia la jeune, future mère de Germanicus et de Claude, au début du printemps -35, rejoindre son mari. Antoine ordonne à sa femme, lorsque celle-ci parvient à Athènes, de rebrousser chemin. Octavie, sans montrer extérieurement le moindre signe de contrariété, ordonne aux troupes qui l'accompagnent des renforts de son frère pour son époux, de poursuivre leur chemin vers Alexandrie. Antoine projette en effet de faire oublier son échec contre les Parthes et lance en -35 une seconde expédition plus chanceuse. L'Arménie et la Médie font acte d'allégeance et Antoine célèbre un triomphe. Non à Rome, mais à Alexandrie, pour lequel Cléopâtre et ses enfants sont associés. Plus tard, Césarion est proclamé roi des rois, sous le nom de Ptolémée XV. Alexandre Hélios reçoit en partage l'Arménie et les terres au-delà de l'Euphrate. Ptolémée Philadelphe, quant à lui, se voit confier nominativement, car il a environ 2 ans, la Syrie et l'Anatolie. Enfin, Cléopâtre Sélénée se retrouve à la tête de la Cyrénaïque. Il semble que le caractère hasardeux et chimérique de ces projets grandioses, une partie non négligeable de ces royaumes, ne sont pas réellement sous le contrôle de Marc-Antoine. N'échappe pas à Cléopâtre qui se contente plus prosaïquement de réclamer à son amant, en vain, la Judée. Échec. Défaite face à Octave. Les relations avec Octave s'enveniment de nouveau en -32 et l'affrontement devient inévitable. Nul doute qu'Octave craint Marc-Antoine et sa popularité encore forte au Sénat, mais le triomphe d'Antoine en -35 et la désignation de Ptolémée XV Césarion comme roi des rois lui font envisager un danger plus vaste encore. Après tout, ce jeune homme est le seul fils de César, et il pourrait un jour lui venir l'idée, si les circonstances s'y prêtent, de venir réclamer son héritage paternel. Aussi, Octave va s'employer à dénigrer Marc-Antoine. Échec. Défaite face à Octave. Les relations avec Octave s'enveniment de nouveau en -32 et l'affrontement devient inévitable. Nul doute qu'Octave craint Marc-Antoine et sa popularité encore forte au Sénat, mais le triomphe d'Antoine en -35 et la désignation de Ptolémée XV Césarion comme roi des rois lui font envisager un danger plus vaste encore. Après tout, ce jeune homme est le seul fils de César, et il pourrait un jour lui venir l'idée, si les circonstances s'y prêtent, de venir réclamer son héritage paternel. Aussi, Octave va s'employer à dénigrer Marc-Antoine par tous les moyens, et surtout Cléopâtre, l'Égyptienne, celle qui le tient sous ses charmes et qui l'oblige à ces abandons qu'Octave estime désastreux pour Rome. La plupart de ces accusations sont de mauvaise foi et de la propagande auprès de l'opinion publique romaine, mais sont aussi pour beaucoup à l'origine de la légende noire de Cléopâtre chez nombre d'auteurs antiques comme Sénèque. Ainsi, ce dernier écrit « C'est Antoine qui était un grand homme, une belle intelligence, qui est-ce qu'il a perdu en le faisant passer sous l'empire de mœurs étrangères, de vices qu'ignorait le Romain? Son ivrognerie et son amour pour Cléopâtre qui égalait sa passion pour le vin. » Pline évoque Cléopâtre comme une putain couronnée, dans l'histoire naturelle. Cléopâtre est rendue responsable de la guerre et la propagande d'Octave n'hésite pas à affirmer qu'elle souhaite régner sur Rome. La guerre voit l'Égypte fournir une part importante de l'effort de guerre, plus de 200 trières, ainsi que les royaumes alliés, à l'exception notable de l'habile Hérode, qui visiblement fait le pari d'une victoire d'Octave, la reine d'Égypte, souhaitant annexer son royaume. Mais Marc-Antoine, alors qu'il dispose des troupes les plus aguerries et de la supériorité numérique, mène la guerre en dépit du bon sens, sans énergie, et alors qu'Octave peine à constituer son armée, l'inaction d'Antoine lui donne le temps de s'organiser. De plus, l'implication de Cléopâtre dans le conflit est mal perçue par les officiers qui entourent Antoine, en particulier les anciens républicains, assassins de César, ralliés à lui. Ainsi, Domitius, Aénobarbus refuse absolument de saluer Cléopâtre de son titre de reine et finit par faire défection. Cette hostilité viscérale de certains Romains à la monarchie éloigne d'Antoine de nombreux hommes de valeur. Elle n'est pas comprise par les historiens de culture grecque des siècles suivants, qui ne font guère de différence entre la dictature de César, le triumvirat et le principe monarchique dans d'autres États.
Ainsi, Appien écrit « La différence ne se trouve que dans les mots. En pratique, le dictateur n'était ni plus ni moins qu'un roi. » Cléopâtre connaît d'ailleurs cette hostilité et ne quitte pas Marc-Antoine de toute la préparation du conflit. Elle est présente à Éphèse, à Athènes, puis à Patras. Plus lucide que les officiers d'Antoine, elle comprend fort bien qu'Octave ne la dénonce que pour mieux miner le prestige d'Antoine, encore important au Sénat. Octave n'est pas un grand chef de guerre, mais il s'appuie sur Agrippa, un officier compétent qui lui donne rapidement l'avantage. Lorsqu'éclate la bataille navale d'Actium, septembre-31, Cléopâtre anticipe rapidement l'issue finale de la guerre et rompt le combat avec sa flotte. Cette fuite, seul moyen de sauver ce qui peut l'être, est évidemment exploitée par Octave auprès des officiers et des hommes d'Antoine dont beaucoup changent d'allégeance. La mort de Cléopâtre. Les derniers mois de son règne sont assez méconnus. Antoine retourne en Égypte et ne prend pratiquement aucune mesure pour lutter contre l'avancée de plus en plus triomphale d'Octave. Il consume ses forces en banquets, beuveries et fêtes somptueuses sans se soucier de la situation. Il semble que Cléopâtre ait surtout cherché à mettre Césarion à l'abri en l'expédiant à Méroé, en Nubie. Vers août-30, Octave arrive à Alexandrie. À la fausse annonce du suicide de Cléopâtre, Marc-Antoine met fin à ses jours en se jetant sur son épée. Mourant, il est transporté par Cléopâtre dans son propre tombeau. Celle-ci est conduite devant Octave, qui la laisse se retirer avec ses servantes. Cette attitude est curieuse de la part du futur Auguste, car il semble ne prendre aucune précaution pour prévenir un suicide de la reine. Il a pourtant besoin d'elle pour figurer à son triomphe. Craint-il qu'à l'instar de sa sœur, Arsinoé, figurant au triomphe de Jules César en -46, elle n'inspire aux Romains que compassion plutôt que haine ? Il n'est pas impossible qu'Octave ait espéré le suicide de Cléopâtre, qui peut passer pour un témoignage supplémentaire de lâcheté, accréditant la thèse défendue par sa propre propagande. Suétone affirme au contraire qu'Octave souhaitait maintenir la reine en vie et qu'il aurait tenté de la faire sauver. Plutarque dresse un récit saisissant et mélodramatique du suicide de la reine, inspiré d'Olympos, le médecin personnel de Cléopâtre, qui aurait publié un récit des événements. Avec ses deux plus fidèles servantes, Iras et Charmione, Cléopâtre se donne la mort le 12 août 30 avant Jésus-Christ, en se faisant porter un panier de figues contenant 1 ou 2 serpents venimeux. Cette version est la plus courante. Pour certains historiens, ce serait une nouvelle preuve de l'attachement de la reine aux traditions égyptiennes, car la morsure de l'Uraeus, le cobra d'Amon-Ré, passe pour conférer l'immortalité et la divinité de sa victime. D'autres historiens, comme Maurice Leglay, ont souligné les invraisemblances de ce récit qui serait un nouvel avatar de la propagande octavienne, car d'après eux, un serpent lâche tout son venin à la première morsure. 2 cobras ne pourraient donc tuer 3 personnes. Cependant, cette hypothèse se heurte au fait que les serpents contrôlent l'injection de leur venin, un seul cobra pouvant parfaitement tuer 3 personnes. Ces historiens estiment dès lors qu'Octave aurait fait exécuter Cléopâtre. Des historiens continuent de croire en la thèse du poison, déjà évoquée par Strabon, qui évoque une pommade toxique qu'elle se serait appliquée. Le poison le plus connu à l'époque est en effet un mélange d'opium, de ciguë et d'aconitum, peut-être placé dans une épingle à cheveux maintenant le diadème souvent orné d'un double Uraeus, d'où la quiétude décrite sur le visage cadavérique de la reine et la confusion avec les cobras. Si Césarion est exécuté sur ordre d'Octave, les 3 autres enfants d'Antoine et Cléopâtre sont emmenés à Rome. Ils sont exposés lors du triomphe d'Octave et élevés par Octavie, restée fidèle à la mémoire de son époux Marc-Antoine. Cléopâtre Sélénée épouse plus tard le roi et savant berbère Juba II de Maurétanie. Orphelin de guerre élevé à Rome, comme elle, ce à quoi nous devons le buste de Cherchel qui représente Cléopâtre. On ignore ce que deviennent Alexandre Hélios et Ptolémée Philadelphe, qui ont peut-être survécu dans l'ombre. Marc-Antoine, ayant demandé dans son testament d'être enseveli avec Cléopâtre, Octave autorise une inhumation double pour les amants, mais sans préciser le lieu exact de leur sépulture. La découverte de leur tombeau constituerait un événement archéologique sans précédent, du même niveau que l'exhumation de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter en 1922. Selon l'égyptologue Zahi Hawass, directeur du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, ce tombeau pourrait se situer à Sémoa, dans la banlieue d'Alexandrie,
où une fouille en 2003 suggère une association possible entre le mausolée de Cléopâtre à un temple d'Isis. Depuis 2006, les recherches se concentrent à Taposiris Mania, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, où plusieurs campagnes de fouilles du temple ont notamment mis en évidence un cimetière et 22 pièces en bronze frappées du profil de Cléopâtre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, sur...